Oui, C'est donc tout. c'est ce consortium-là qui est sur le bloc et ce consortium est appelé Akrake Petroleum. Petroleum, OK. Mm. Est-ce qu'ils ont repris une autre procédure d'appel d'offres ou bien ça a été du gré à gré à ce niveau? À ce niveau, ça a été du gré à gré. Ça a été, je m'intéresse au bloc, j'arrive avec une proposition. Vous me donnez quelques données. Normalement, c'est la procédure, hein. Vous mettez en place une équipe, hein, d'experts. Vous me présentez le bloc, vous mettez à disposition quelques données. Je prends un peu de recul. Je reviens avec des résultats et des propositions d'offres. Et après, s'il y a entente, justement, on passe à la signature de contrat. De toute attente, cette compagnie n'a pas suivi, hein, les procédures comme cela se doit et aller très rapidement à la signature de contrat, à la veille donc, de l'année 2024. Donc, elle a signé ce bloc en décembre 2023, à quelques jours donc, de la fête de fin d'année. Et plus tard, avec un peu de recul, on a compris qu'est-ce qui poussait en fait cette compagnie à signer rapidement ce bloc sans avoir pris un peu de recul pour étudier justement euh, le, le, le champ. Parce que justement, ce qui a été annoncé au lendemain de la signature du contrat, c'était qu'ils allaient évaluer le bloc. Ils allaient évaluer le bloc et revenir faire des propositions donc de développement. Donc en gros, ça se voit qu'ils n'ont pas pris le soin donc d'évaluer le bloc avant donc de faire les propositions de signer le contrat. Et à ce jour, on se demande sur quelle base les autorités ont pu signer un tel contrat et quelle était l'offre économique proposée. Parce que justement, il n'y avait aucune étude de faisabilité que cette compagnie avait mise sur la table pour dire, bon voilà, moi je propose ceci, je propose de développer le champ de cette façon. Voilà le seuil donc de la limite de rentabilité sur ce bloc. Et puis on s'assied, on discute, on négocie, on signe le contrat. Donc, cette compagnie ne l'a pas fait. Nous, on n'avait pas ces informations non plus. Je veux dire, nous, le Bénin, les Béninois n'avaient pas cette information. Cette information est parvenue en août dans un document que la compagnie a publié. Donc, l'étude d'évaluation est sortie. Et il s'avère en gros qu'au final, notre champ de semer, sa limite économique est de $78 le baril. Nous pouvons revenir sur cette question et puis je vais donner des détails sur ce qui est de la limite économique plus tard. Oui, oui, justement, je voulais savoir, est-ce que ce bloc-là, le bloc un autour duquel se jouent toutes les spéculations, est-ce que ce bloc est rentable aujourd'hui? Ou si il peut être rentable, oui. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle question. Ce bloc, on pense qu'il peut être rentable. En l'occurrence, ce champ déjà pourra permettre, s'il est bien développé, pourra permettre donc d'avoir des investissements nécessaires, hein. Quand je parle donc de rentabilité de ce bloc, hein, moi, je ne parle pas forcément donc d'une compagnie étrangère. Je parle en me focalisant sur la possibilité donc d'une super Société nationale des hydrocarbures bien structurée qui reprendrait en fait en charge le développement de ce champ et qui, par un financement public ou partenariat public-privé ou une mobilisation interne donc par tous les Béninois, pourrait permettre en fait de développer ce bloc. Et le développement de ce bloc pourra nous permettre de gagner en compétences et justement faire financer d'autres études d'exploration sur les blocs faciles notamment les blocs offshore, onshore, qui sont les blocs A et B de la structure d'Alada, Semekoji et autres. Donc, on voit aujourd'hui que le consortium qui a le bloc en main, il y a Mhm. l'un des acteurs majeurs, RS, qui détient jusqu'à 76% Bien dans sûr. ce marché. Est-ce que cette compagnie-là, selon vos informations, est-ce qu'elle est viable? Et un deuxième volet de la question, est-ce que cette compagnie a d'autres puits un peu dans le monde qui peut
et rassurer les Béninois qu'elle est capable vraiment d'exploiter de façon durable le bloc? Alors, pour tout vous dire, pour répondre tout de suite à votre question et après rentrer dans les détails, c'est non. La réponse, c'est non. C'est non pourquoi, justement, cette compagnie est en grande difficulté financière depuis 2022. En réalité, en 2022, pour près de 150 millions d'investissements, elle a fait que 200 000 de dollars de bénéfices, de rentabilité. Et en 2024, justement, en 2023, pardon, j'allais plutôt dire, en 2023, cette compagnie a fait, a engrangé à peu près plus de 100 millions de dollars de pertes pour un investissement qui avoisine les 200 millions de dollars. Et en fait, c'est plus tard qu'on s'est, nous, de notre côté, avec un peu de recul, on s'est rendu compte, en fait, que cette compagnie voulait coûte et coûte signer le bloc de Sémé, en l'occurrence, le bloc un en l'occurrence, séquestrer donc le champ de Sémé pour constituer des stocks afin de revaloriser la compagnie en 2024. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, 2023 n'a pas été une bonne année pour nous, c'est du crash, OK, tout est au rouge, ça va, tout va bien. On a pu récupérer un champ dont les stocks sont connus. Ce champ a été déjà produit, donc les réserves sont prouvées. Il n'y a pas de problème, on a 10 millions de barils en stock. Et ça, en fait, envoyer cette information aux investisseurs, ça permet donc de rassurer les investisseurs sur l'avenir donc de cette compagnie et d'éviter la casse sur les marchés financiers en ce qui concerne la valeur de la bourse donc de cette compagnie. Et ça n'a pas tardé parce que cette compagnie, justement, dans son bilan qu'elle a publié au cours donc du premier trimestre donc de l'année 2024, elle a noté que néanmoins, en gros, malgré les casses et autres, on a pu signer des contrats en Afrique de l'Ouest, qui est en fait une première, hein, une première donc, pour cette compagnie. Ils ont pu rentrer en Afrique de l'Ouest par la porte du Bénin. Ils ont pu signer non pas des blocs spéculatifs dont on pense qu'il peut y avoir des réserves d'hydrocarbures, mais plutôt des blocs qui ont été exploités, dont on sait qu'il y a des réserves qui sont disponibles. Et ça, en fait, avec le EBITDA, ça leur permet donc de limiter les casses en ce qui concerne la dégringolade de la valeur en bourse de cette compagnie. Donc, par la suite, justement, cette compagnie, au premier semestre donc, de l'année 2024, elle a publié également ses états financiers. Euh, Ils ont engrangé également une perte d'environ 75 millions de dollars. Et donc, en fait, la saignée continue pour cette compagnie. Et en gros, elle ne vit que donc, des appels à financement, voilà, de gauche à droite, en mettant en exergue le fait qu'ils ont des stocks, etc., notamment le stock donc, de semences, d'autres stocks en Oman, en Norvège, où ils sont actionnaires et autres. Donc voilà. Et en ce qui concerne leur capacité technique à redévelopper ce champ vraiment qui est un champ spécial, le champ de semences, tout le monde le connaît. On connaît très bien les difficultés liées donc à la percée de l'eau dans les puits qui avaient produit. Il faut dire que quand on rapproche ce champ à ce que Rest International développe à Oman, on peut dire qu'on est à peu près dans les mêmes cas de figure. En gros, au départ, Rest a signé un contrat sur le bloc 50 à Oman. Il s'agissait donc de développer ce champ qui devait leur produire 10 000 barils sur plusieurs années. Il s'est fait que, au bout donc d'une année et demie de production, justement, ils ont tout de suite eu ce qu'on appelle le, le break oil. Le break oil, c'est quand il y a les premières venues d'eau, il y a eu de l'eau massivement qui est venue dans le puits. La quantité de pétrole brut produite journalièrement en 2023 oscillait autour donc de 2000 barils, non pas plus. Quand on sait que cette compagnie devait avoir au moins 10 000 barils pour garder ses comptes positifs, on voit très bien d'où vient en fait les pertes financières qu'elle a engagées.
Et si vous voulez, il y a une discussion qui est disponible en ligne, hein, qui est une discussion entre l'ex-directeur de cette compagnie qui a été remercié justement après son second bilan par Rose et d'un investisseur, un investisseur de cette compagnie. Donc, il y a eu cette discussion qui est toujours disponible en ligne. Vous pouvez le taper, je vous enverrai le lien. Où cet investisseur, en fait, souligne les compétences, en gros, de cette compagnie à bien gérer les équipes et à bien produire le gisement au Mali. Donc, si déjà en interne, il y a cette dénonciation, on se pose bien la question de savoir si réellement, nous, en tant que Béninois, on peut faire confiance à cette compagnie, parce que justement, on est pratiquement dans le même cas de figure que Oman. Actuellement, ils ont des problèmes d'eau, ils ont foré deux puits, mais malgré ça, la production ne remonte pas, c'est toujours difficile pour eux. Malgré le fait qu'ils se fassent accompagner par Petrosi. Petrosi, en gros, c'est l'équivalence de ce qu'on appelle la compagnie nationale chez nous, SNHD. Petrosi, c'est la Société nationale d'hydrocarbures ivoirienne. C'est Petrosi qui les accompagne. Et même avec Petrosi, ils ont eu des embrouilles. Petrosi les a signés en justice auprès donc de la Cour britannique pour des bisbilles internes liés justement à, à leur pas de partage et justement aux notes de frais liées à leur prestation de services. Et donc, quand on voit tout ça et qu'on se rapproche donc on met tout ça dans le même panier, on rapproche tout ça donc du cas du Bénin, on peut dire en gros, économiquement, ils sont pas en bonne santé, donc c'est compliqué. Et ce n'est pas non plus Octogone qui a 9% de part d'action qui pourra faire grand-chose. Cette compagnie également a des difficultés à lever des fonds actuellement sur ce bloc. Et c'est pareil pour la Société nationale qui n'a rien. Vous savez, l'État n'investit rien dans ce qui concerne le développement pétrolier au Bénin. Donc, économiquement, c'est mort. En termes donc, de compétences techniques, c'est pareil. Euh, on a parlé donc de la SNHB. Pardon, on a parlé donc du reste international. J'ai pu vous montrer que même en interne, ça discute sur sa capacité à pouvoir gérer les compétences techniques sur le terrain et à produire. Donc, le Octogone n'a pas donc d'expérience de ce qui est l'amont pétrolier. Cette compagnie a l'expérience en aval pétrolier, comme on l'appelle. C'est généralement les activités qui sont liées à la vente donc, de carburant et tout ce qui en découle. Donc, en ce qui concerne l'amont, ce serait une première pour cette compagnie donc, de se lancer à travers donc, le champ de Séné. Et donc, techniquement, il n'y a pas de compétences en interne, à moins d'aller rechercher des compétences. Et là encore, ça fait appel au financement, il faut avoir les fonds, etc. Quand on a des fonds, on a des compétences, on peut avoir toutes les compétences dont on a besoin. Encore que, il faudrait que ça s'aligne très bien avec le profil économique euh, et les fonds disponibles. Et quand on vient maintenant à la SNHB, alors la SNHB, c'est complètement une coquille vide, si je puis m'exprimer ici. Il faut savoir qu'en 2019, cette société a été complètement, on va dire en gros, nettoyée. Et l'idée derrière, en fait, c'était pas des réformes, d'arriver quand même à recruter vraiment des experts qualifiés pour cette maison. Et donc, tout le personnel avait été renvoyé et contre toute attente, en gros, il y a eu trois, quatre techniciens qui sont revenus dans la boîte sans aucun appel d'offres, hein, parce que la procédure a été violée. Là, c'est complètement violé. Et en fait, c'est une manigance justement entre le ministre actuel, le directeur donc, de cette compagnie, qui a profité donc de la vacance de poste du conseil d'administration pour recruter ces quatre ingénieurs. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant d'avoir des quatre ingénieurs pour une grande boîte comme ça est définie. Vous allez en Côte d'Ivoire, Petrosi, c'est pas une centaine, c'est pas 200, ils sont plusieurs à travailler et à faire vivre cette boîte. Donc,
comment voulez-vous qu'avec quatre ingénieurs, qu'on puisse développer un tel pétrole? Donc, il n'y a pas de compétences en interne non plus chez SNHB pour reprendre en main ce champ-là. Donc, on se retrouve face à un défi économique et un défi technique également. Mais le défi, justement, technique peut être résolu si, justement, il y a des fonds. S'il y a de l'argent, ça s'appelle de la formation, ça s'appelle faire appel à des expérimentés et autres. Voilà. Quand on a parlé de RES International, qui est en Oui. partenariat avec Petrosi en Oman. Est-ce Oui. que RES International, c'est que la Côte d'Ivoire aussi a du pétrole? Est-ce que RES International travaille actuellement en Côte d'Ivoire ou pas? C'est international, comme je le disais dans ma discussion tout à l'heure. Reste international est entré en Afrique de l'Ouest par le biais de, en Afrique, on va dire en général, par le biais donc du Bénin. Donc, Reste international n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est curieux d'ailleurs, parce que justement, la Côte d'Ivoire est un pays pétrolier. On sait très bien qu'ils ont des blocs. Ils ont récemment découvert un grand gisement qui est appelé la Baleine. Euh, et donc, pour toute personne de bon sens, c'est de se demander, mais comment ça se fait que cette compagnie qui est en partenariat avec RES International à Oman ne lui a pas ouvert ses portes sur ses propres blocs et ouvre et puis du coup, c'est aux Béninois d'ouvrir les portes à RES sans préalablement enquêter auprès donc des Ivoiriens. Je pense qu'il y a un problème quand même qui se pose et ça, c'est on n'a pas besoin de faire des grandes universités pour aller enquêter là, quoi. Je lui dis, c'est le basique de basique. Et donc, on sent qu'il y a de la mafia derrière tout ça et l'objectif, c'est justement voilà, de séquestrer le bloc, d'orchestrer tous les scénarios du OK, on va développer, non, on va pas développer. Et puis, après, peut-être dans 5 10 ans, quand ils auront suffisamment de fonds, quand le bloc leur aura permis justement de lever des fonds et de faire d'autres choses et de se refaire une santé, ils viendront peut-être, s'ils ont pitié de nous, revenir de redévelopper ce champ-là. Parce que justement, ce qu'ils disent dans l'étude qui a été publiée, qui est en ligne, alors le truc, c'est que cette compagnie dit que le seuil économique donc de rentabilité par baril, c'est 78 $. Donc en gros, il faut pour que le projet leur soit rentable, il faut que le prix du baril sur le marché soit au-dessus de 78 $ ou tout au moins à 78 $. Alors, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, le prix du baril est en dessous de 78 $, ça tourne autour de 74. Et les prévisions sérieuses, hein, en gros, disent que pour l'année 2026 et à venir, on sera probablement en dessous de 70 $. Alors, comment pouvez-vous imaginer un instant qu'une telle compagnie pourra investir au développement d'un champ qui ne lui est rentable qu'à 78 $, sachant que le coût du baril est inférieur à 78 $? C'est inimaginable. À moins d'un blanchiment d'argent, il y a pas moyen donc de développer ce champ-là si l'étude est sérieuse. Soit l'étude qui a été faite n'est pas sérieuse, soit elle est sérieuse et du coup, là, il faut remettre en question le contrat qui a été signé parce que c'est quand même suffisamment clair pour tout le monde que il faut pouvoir justifier aux investisseurs, hein, cette compagnie doit pouvoir justifier aux investisseurs qu'elle a investi à développer ce champ, sachant que c'est à 78 $, mais que sur le marché, c'est en dessous de 78 $. Donc, il n'y a pas de cohérence entre ce qui se dit et ce qui est des faits réels sur le marché. Donc, à moins d'un blanchiment, hein, je le répète, je ne vois mal cette compagnie investir. Et, et tout indique que cette compagnie ne fera pas du blanchiment. Elle n'a même pas les moyens si elle voulait faire les blanchiments à l'heure actuelle. Les états financiers sont complètement rouges. Et donc, voilà, c'est complètement du pipeau, l'idée donc de croire qu'en 2025, nous allons redévelopper le champ ou qu'en 2026, ça va reprendre tout de suite. Non. Alors peut-être il peut y avoir un miracle, un bombardement quelque part euh, si Israël bombarde, je ne vais pas parler, mais voilà, c'est où les États-Unis bombardent, voilà, vous savez qui, mais voilà.
Peut-être que ça va faire remonter le coût du baril. Mais là encore, les guerres, en fait, ne sont plus, en fait, un élément d'activation tout de suite de la montée en puissance du coût du baril sur le marché. Ça va remonter légèrement quelques jours, mais tout de suite, ça va redescendre parce que les marchés sont suffisamment aguerris là-dessus, quoi. Donc, si on part du principe que cette étude est sérieuse, l'étude qui dit que pour que le bloc soit rentable, il faut que le baril soit à 78 dollars. Si on part de Oui. ces principes et puis des prévisions sur les prochaines années où on estime que le baril, ça risque même de descendre jusqu'à 70. Donc, est-ce qu'on peut tirer déjà la conclusion que le bloc pétrolier du Bénin ne sera pratiquement pas rentable, en tout cas au cours des prochaines années? Ah, si on part du principe, effectivement, que l'étude est sérieuse et que c'est effectivement 78 dollars, et moi j'en doute un peu quand même, si on part de ce principe-là et qu'on suppose effectivement 78 dollars, à l'heure actuelle, selon réaliste, les prix sont connus sur les marchés, c'est en dessous de 75 dollars le baril. Donc clairement, c'est pas rentable pour la compagnie de développer ce champ. En revanche, ce qu'elle peut faire, justement pour gagner du temps et pour montrer qu'elle est en activité, ce serait peut-être par-ci, par-là, d'aller forer un puits qu'on va mettre en jachère, le temps d'attendre que le prix du baril remonte au-delà donc de 78 dollars et donc de lancer la production. Mais là, il faudrait compter également les coûts donc de maintenance d'un tel puits offshore. Et donc, tout mis ensemble, ce n'est pas une situation réaliste actuellement pour une compagnie d'aller forer, d'attendre que justement le coût du baril remonte pour pouvoir produire. C'est pas réaliste.